Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Cynthia Golitin aka la tantine du popping français, comment ça va? Ça va très bien. Ok, c'est la tantine. Ok, ça me va. Ça te va la tantine? Ah ouais, ça me va. Allez, ça me vieillit un peu, mais parfait. Allez, je me Mais, sens très vieille. Du coup, mais en fait, ne connaissant pas ton âge, on s'est dit quand même, ça fait quelque temps qu'elle est présente sur la scène du popping. Elle mérite le surnom de Tata, tu vois. Et après, on s'est il y a quelques-uns qui m'appellent Tata, mais c'est surtout ceux qui viennent de Guyane parce qu'on se voit depuis très très longtemps et voilà. Ceux qui m'appellent Tata, c'est qu'ils me connaissent. Je les connais depuis qu'ils sont adolescents. Voilà. Mais c'est parfait. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Ok. Eh ben, on part sur la Tata alors. Avant de te poser la première question, du coup, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui nous retrouvent sur cet épisode. Le podcast, donc, il s'appelle Sweep et tous les autres épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes. Donc, il y a YouTube, Spotify, Deezer et Apple Premium. Donc, bienvenue à tout le monde. On est avec Cynthia et quand elle parlera, vous entendrez un petit bruit de pluie derrière parce qu'elle est en Guyane et que c'est la saison des pluies chez elle. Donc, on a la chance d'avoir un petit fond sonore. Euh, pour commencer, Cynthia, si ça te dit, tu peux te présenter simplement, comme tu le sens. Ok, ben, moi c'est Cynthia, Golitin Cynthia, et qui est la tantine du popping. Euh, ben, on va dire, je vais dire mon âge, je n'ai pas de problème avec ça, j'ai 36 ans. Ça fait plus de 15 ans que je danse maintenant. euh, que je fais des compétitions, battles et travaille en compagnie. Et voilà, en gros. Donc ça, t'as 36 ans, ça fait 15 ans que tu danses, ça veut dire que t'as commencé la danse à 21 ans. T'as commencé tard quand même, non? J'ai commencé très tard, oui. J'ai commencé très tard. Et j'ai commencé, et quand je dis 15 ans, c'est professionnellement, parce que j'ai commencé vraiment par loisir, on va dire, à l'âge de 16 ans. 16 ans, oui, 16 ans. Et j'ai commencé en Guyane, bien sûr, en Guyane, avec une association ici qui donnait des cours de danse hip-hop. Donc j'ai commencé vraiment comme ça, comme un sport. J'avais envie de faire quelque chose de mes temps en dehors de l'école. Voilà. On va essayer de tout doucement retracer ton parcours parce que nous, on t'a invité parce qu'on aime bien le peu de choses qu'on a vues sur toi et qu'on trouve que t'es une personne importante de ces sphères-là. Mais on a trouvé finalement peu de choses sur toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va un peu retracer ton parcours pour en apprendre un peu plus. Et ensuite, on pourra rentrer dans des questions. Euh, du coup, toi, à la base, t'es né en Guyane, t'es originaire de Guyane et c'est ensuite que t'es venu en France métropolitaine? Alors non, je suis originaire du Brésil. Je suis brésilienne. Je suis née dans le nord du Brésil, à Belém. Et ensuite, je suis arrivée en Guyane française à l'âge de 9 ans à peu près, où j'ai vécu autant, enfin plus en Guyane qu'au Brésil finalement, puisque j'ai fait école primaire, toutes mes études jusqu'au lycée, j'ai fait en Guyane. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, début 18, je suis arrivée en France métropolitaine. Et donc, Voilà, voilà. ça a été quoi le premier moment de danse vers 16 ans? Tu dis, ça veut dire que ça a été en Guyane, le premier moment de danse. Tu t'es retrouvé comment? À faire quoi? Alors, le premier, si je remonte au premier moment de danse, je dirais que c'était dans le ventre de ma mère, qui était une danseuse de Brega. C'est une danse qui se fait beaucoup à Belém. C'est une danse spécifique, enfin, qui est née là-bas. Il y a un rythme, enfin, c'est très soutenu. Donc, c'était une spécialiste. Elle gagnait pas mal de compétitions déjà. Et donc, j'ai commencé mes premiers pas de Brega dans le ventre de ma mère.
Et puis, c'est dans la culture. Dans la culture brésilienne, c'est très, très rythmé. Donc, on apprend à faire de la samba avant même de marcher, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est festif. Donc je dansais déjà, mais sans, je me disais pas, j'allais faire. On se disait pas, on va se spécialiser dans quelque chose. C'est comme ça, c'est dans la culture, on danse, et même en Guyane, c'est très présent aussi. Je trouve beaucoup de similitudes entre le Brésil et la Guyane. Enfin, c'est très proche déjà, entre le Nord et la Guyane. Et c'est pareil. C'est très rythmé, il y a plein de rythmes. Et donc, oui, on danse depuis petit, mais vraiment en association. J'ai commencé en Guyane à l'âge de 16 ans avec l'association Jambel Free Touch, qui existe toujours voilà, ici. Et c'est quoi, t'as commencé par des cours de danse ou t'as vu quelqu'un danser, tu t'es dit ah je vais faire ça et au final t'as débarqué au training et tu essaies de recopier les gens. Ah, j'avais vu des danseurs qui performaient. Il y a une place qui s'appelle ici la place des Palmistes, qui est au centre-ville de Cayenne. Et j'avais vu des danseurs performer. C'était l'ouverture, les portes ouvertes des associations. Et j'avais vu des danseurs, des breakers, parce qu'il y avait beaucoup de breakers. C'était surtout des breakers à l'époque. Et comme j'ai fait un petit peu de capoeira, ça m'a tout de suite parlé. Et en plus, à ce moment même, j'étais à la recherche d'une activité parce que j'étais et je suis très sportive. Donc, je venais de finir, enfin, je pratiquais le volleyball en club et j'avais envie de changer de filière un peu, de faire autre chose. Et je me dis, allez, pourquoi pas tenter la danse. Mm. La plupart des personnes qui te connaissent te connaissent un peu en tant que popeuse, du coup. Mais là, à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu es passé par tout un tas d'autres danses. Et les premiers danseurs que tu as vus, c'était des breakers, du coup. Donc, Oui. donc en fait, est-ce que c'est une erreur que la plupart des gens te voient comme une popeuse? Est-ce que c'est quand même un petit peu plus que ça? Ah bah, c'est toujours un peu plus que ça. Je pense qu'un peu tous les danseurs qui, enfin, qui touchent, qui aiment la musique ou qui font de la danse, on nous colle toujours une étiquette, mais après, il y en a notre spécificité. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par le break. En tout cas, dans la culture hip-hop, j'ai commencé par le break. Et, euh, oui, parce que c'était très proche de la capoeira. J'aimais ce rapport au sol qui était assez proche. Et donc, j'étais tombée amoureuse du b-boying avant, enfin du break avant même autre chose. Donc voilà, j'ai commencé par le break. Et c'est vraiment en arrivant en France que je me suis intéressée au debout. Ok, donc t'as 16 ans là à ce moment-là et avec cette association il se passe quoi? Tu prends juste des cours ou il se passe des petits trucs, il y a des petits battles qui apparaissent, tu vas à des battles, tu fais des petits shows? Oui, alors il y a beaucoup de shows, on fait beaucoup de petites chorégraphies, on fait des petits shows dans certaines villes en Guyane. Et il y a aussi des événements où il y a plein de danseurs qui viennent notamment du Suriname, du Brésil, parce qu'on est vraiment à côté. Donc, et puis de la ville des villes de Cayenne, enfin des villes de Guyane, où notamment il y a Dany le B-boy, qui est originaire de là-bas, où je l'ai rencontré notamment dans des cyphers. Je ne faisais pas les cyphers encore. J'étais surtout en mode spectatrice de tout ça, quoi. Et surtout, on regardait avec ceux qui nous enseignaient les anciennes VHS du Boti et tout ça. On était tous en admiration. On voulait tous y aller en France pour regarder ça en live. Et voilà, on rêvait un peu de ça entre nous et on faisait nos shows et on était contents, quoi. Et donc en Guyane, à cette époque, aller en France métropolitaine,
pour les danseurs de la culture hip-hop? C'était un genre de rêve, une sorte d'objectif? Ah oui. Carrément, avec tout ce qui se passait, parce que c'est vrai que c'était le début, c'était vraiment le début ici du hip-hop où il commençait vraiment à prendre vraiment de l'ampleur, à ce qu'il y ait des événements qui se créent. Et on était vraiment aux prémices de tout ça. Et nous, notre fenêtre, c'était la France. C'était la France et les danseurs de là-bas, surtout en b-boying, on était fascinés. C'est marrant parce que, enfin, du coup, la fenêtre c'était la France, mais les États-Unis c'est beaucoup plus proche. Et vous aviez Ouais, pas, enfin, est-ce que du coup vous disiez pas quand même, bon, plutôt qu'aller en France où, bah, c'est quand même notre pays, mais bon, c'est beaucoup plus loin. Pourquoi pas aller aux States où c'est là que c'est quand même né, enfin, c'est là-bas que c'est né le b-boying. Pourquoi on va pas aller oui. là-bas? Mm. Eh ben, la question s'est posée après. Du coup, nous l'avons fait. Et avec l'association, ils ont mis en place un avec la région de Guyane. On a fait un voyage à New York où on a pu rencontrer. Moi, j'ai rencontré Ken Swift et j'ai rencontré Jessie J, qui est un grand danseur en debout, surtout. À l'époque, je ne l'avais pas réalisé parce que j'étais vachement focus sur le break. Et c'est après coup, je me dis, mince, j'ai loupé le coche avec Jessie J. Mais on a eu l'occasion, parce que l'association, elle était très active, et on a eu l'occasion de voir en plein. On a été en soirée, on a vu l'engouement que c'était. On s'est dit, ah waouh, c'est quand même pas la même chose. Donc nous avons eu cette chance, oui. Et alors, quand tu arrives en France, après cette idéalisation de comment est la culture hip-hop en France, plutôt agréablement surpris, plutôt déçu, ça se passe comment l'arrivée? Alors l'arrivée, je fais un petit flashback émotionnel. Bah, je suis arrivée en France et je voulais voir ça et je l'ai vu à Châtelet-Les Halles, à l'époque où encore les danseurs avaient droit à prendre cet espace et à danser, où on voyait dans chaque coin, tu avais des b-boys, tu avais des danseurs debout, que ce soit en hip-hop ou en pop ou en new style, old school, ce qu'on appelle la hype à l'époque. Et il y avait tout ce mélange à Châtelet-Les Halles avec les gens qui faisaient leurs courses en même temps. C'était quelque chose très, très nouveau pour moi et très excitant à la fois. Je me suis dit, waouh, ok. On en parlait à chaque fois quand on voyait les VHS et tout ça. On s'imaginait un peu comment ça serait et au final, non, je n'étais pas déçue. Au contraire, j'étais plutôt surprise et agréablement surprise. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, ça m'a tout de suite impacté. Ça a été un impact direct. Moi, j'étais venue à la base, enfin, je suis venue à la base pour mes études. Et, Tu euh, tu et faisais voilà, des études de quoi? je faisais une licence en langue étrangère appliquée. Voilà, en même temps. Et comme à chaque fois, les parents ils disent oui, il faut aller au bout. On connaît. Il fallait que j'aille quand même au bout de ça, mais à côté, la danse, elle m'a toujours un peu fait du coude. Mais du coup, tu arrives en France, tu kiffes ce que tu vois, tu fais du break à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, allez, je vais aller faire du popping et que tu te spécialises dans le popping plus que dans le break? C'est du coup peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être que soit il y a un petit truc qui t'a déplu dans le break, soit il y a un truc qui t'a beaucoup plus plu dans le popping. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, le break, bah, c'est toujours l'amour du sol. Il est toujours présent. Je suis pas du tout dans les trucs power move. C'était pas ce qui me touchait le plus. C'était vraiment se toucher au sol, les passe-passe, les top rock, hop rock.
Et c'était vraiment ça qui m'impressionnait le plus. Et on était dans une période où c'était la performance qui était beaucoup plus mise en avant en b-boying. Et donc moi, je cherchais ce truc que je voyais surtout dans les b-boys aux États-Unis, Reminds, Ken Swift, tout ce toucher. Je voyais chez Laos, Théo aussi en France. Et donc, mais ça commençait, c'était une période où c'était la performance, je la voyais beaucoup et ça me touchait moins que ça. Et je commençais à m'intéresser un peu au popping en voyant quelques danseurs, notamment Nelson Ewande, qui est venu beaucoup en Guyane. Il a fait des interventions. Donc j'ai connu le popping déjà en Guyane, mais c'était pas ce qui m'avait touché. Mais c'est vraiment en voyant Magali Duclos. Magali Duclos, j'ai vu une vidéo c'était le Juste Debout, je ne sais plus c'est en quelle année, je vais pas vous dire de bêtises, mais elle était en binôme avec Claire, et c'était contre Salah et Damon. Et c'était la première fois que je voyais des filles, des C'était filles en quelle vraiment. année ça? Ben, c'est ça que je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je suis hyper nulle en termes de chronologie. Oui, c'est Je vrai que je crois te que demande ça, mais moi-même, j'ai du mal à me souvenir des années dans ma vie et, et ah à faire le non, tri. c'était un des premiers Juste Debout qui s'est passé à Bercy à l'époque et ça avait fait un bordel pas possible parce que Damon, c'était juste un monstre. Ça l'a aussi. Et face à deux filles, on n'avait pas l'habitude, en tout cas, de voir beaucoup en compétition à ce stade de compétition, à l'époque en debout. Et ça m'avait beaucoup marqué la manière dont Magali Duclos, elle avait fait autre chose du popping. C'était pas du bougalou. À l'époque, c'était beaucoup bougalou. Et elle est venue avec une autre énergie beaucoup plus électrique, électro. Et c'est quelque chose qui m'a. Je me suis dit, ah, on peut faire autrement en fait avec le pop. C'est pas juste du bougalou. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça m'avait pas beaucoup parlé. Mais quand j'ai vu Magali, ça m'a. Je me suis dit, on peut faire autrement en fait. Donc je vais faire autrement et je vais. Et de là, j'ai commencé à reprendre toutes les notions que Nelson, entre autres, avait données quand il était venu en Guyane et à regarder beaucoup de vidéos de danseurs en pop, en passant par les électriques Bougalou. En France, j'allais voir beaucoup de compétitions. J'étais beaucoup en mode spectatrice aussi. Je voulais voir comment ça se passait. Et, euh, et voilà, avec quelques conseils et beaucoup de patience, j'ai commencé à, j'ai commencé à faire du popping. Ensuite, on va revenir sur, ben, c'est des choses, je pense, qui peuvent servir à ceux qui nous écoutent, de comment tu t'es entraîné, comment tu t'entraînes encore. Mais un truc qui m'interpelle quand même, c'est on est remonté un petit peu dans des vidéos de battle qu'on a pu trouver de toi. Et on est tombé sur une vidéo en 2012 au Juste Debout, une demi-finale à laquelle tu participes. Et du coup, j'ai l'impression que entre le moment où tu as vu Magali danser au Juste Debout et, et le moment où elle t'a donné envie et le moment où toi tu t'es retrouvé finalement presque à la même place qu'elle, quand elle t'avait inspiré, il s'est passé très peu de temps, non? J'ai l'impression. Ça s'est passé assez vite pour toi, l'arrivée dans les battles. Euh, oui, on va dire oui, parce que vraiment, j'ai commencé le pop en 2006-2007 et mes premiers battles ont commencé en 2008. 2008, ouais, 2008. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça a été très vite, puisqu'en 2009,
pour moi, la révélation, ce qui m'a vraiment, on va dire, ouvert les portes des compétitions, entre autres, on commençait à me regarder d'un autre regard, c'était quand j'ai fait l'IBE en 2009 et que je l'ai gagné. Tu l'as Voilà. gagné? Tu l'as gagné. Oui, voilà. Et c'est ça qui avait, il y avait Bruce en juge, il y avait Salah et ils étaient deux ou trois, je ne sais plus. Et, euh, et c'est ça qui avait ouvert un peu les portes. On a commencé en tout cas à me regarder différemment. C'est toujours comme ça. Et tu te rappelles un peu de ton premier battle? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? C'était plutôt une bonne expérience, une mauvaise expérience? Euh, c'est un mélange des deux, je pense, parce que c'est toujours le premier. J'étais un peu, j'étais très stressée parce que j'ai toujours l'habitude de regarder. Et en plus, j'étais un peu, je suis de la nouvelle génération en même temps de l'ancienne génération qui fait que à l'époque, quand tu rentrais dans les cyphers, enfin, quand tu étais novice, tu ne rentrais pas dans les cyphers comme ça, quoi. Déjà, c'était que entre experts, les cyphers, c'était réservé aux experts. On rentrait pas comme ça. Donc, Tu déjà, dis que pour c'était moi, réservé, tu dis que c'était réservé parce qu'ils le disaient ou parce que simplement dans leur manière de regarder, tu te rendais compte que tu n'avais pas ta place? non, c'est instauré comme ça. C'était une forme de respect non dit, mais tout le monde savait qu'il fallait, il fallait avoir du bagage pour entrer dans un cypher. Tu ne rentrais pas comme ça. Et c'était quelque chose qui n'était pas verbalisé parce qu'il n'y a pas de règles, mais tout le monde le savait. Il y avait des cercles entre, je sais pas, de breakers juniors. Euh, et tout ça, tu viens de commencer le break, tu vas pas rentrer dans le cypher. Tout le monde savait déjà, c'était une règle tacite, voilà, qui était là. Et, euh, et quand j'ai commencé les battles, j'avais cette appréhension-là. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai assez de bagages est-ce que je suis légitime pour pouvoir me lancer? J'avais cette pression-là, ben, la pression de la compétition, tout simplement, qui est là. Tu as tout le monde qui te regarde. Enfin voilà, il y avait beaucoup de. C'était très, très. La tête, elle allait dans tous les sens. Mais voilà, fière de l'avoir fait et il faut bien se lancer. J'ai une très bonne vision de ce que c'est que d'avoir du bagage en breakdance. Mais alors en popping, ça veut dire quoi avoir du bagage? Parce que, enfin, je sais qu'en break, en tout cas, on travaille sous forme de code, de technique, enfin, de power move, de mouvement et tout ça. Popping, je sais aussi qu'il y a des pas de base, mais une fois que tu sors de ces pas de base, c'est quoi avoir du bagage? C'est des codes? C'est quoi exactement? Euh, alors, je vais parler de ma vision parce que c'est vrai que je connais des danseurs qui vont beaucoup codifier parce qu'ils vont travailler énormément leur passage comme les b-boys, les breakers. Et c'est pas du tout moi mon école. Je suis très indisciplinée au niveau des entraînements. C'est quelque chose que je déteste. J'aime faire des cyphers. Je me mets très très rarement devant un miroir à bosser et à taffer les mêmes choses. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Euh, mais en popping, il y a énormément de notions à connaître. Ne serait-ce que rien que savoir comment contracter et décontracter ses muscles de la bonne manière, déjà en soi, c'est un travail énorme. Mais on parle que de sensations, on parle même pas de visuel. En tout cas, pour moi, le pop, c'est beaucoup, beaucoup de sensations. Et après, il y a cette technique qui est visuelle. Sur ton bougalou, on va le voir avec des nécoflex, des, euh,
des shamrocks, des bases de bougalou. C'est très dansé, c'est très funky, très dansé. Et il y a beaucoup d'internes aussi, selon les techniques qu'on emploie. Et, euh, c'est c'est un grand armoire comme ça où tu peux te servir de tel ou tel style selon, selon ce que tu aimes musicalement parlant. Enfin, quand j'ai appris tous les styles enfin, qui peuvent exister, je me suis dit, ah waouh, quand même, il y a beaucoup de choses à connaître, bah, historiquement parlant, parce qu'il faut savoir l'histoire. Et après, on peut pas tout avoir dans le corps. Il faut choisir pour se dire, là, je vais me spécifier. Ma spécificité, c'est ça. Si je veux faire des waves avec du popping, je vais exceller là-dedans. Je vais mettre du bougalou. Il faut que je connaisse les notions exactement du bougalou par cœur, savoir qu'est-ce qu'un écoflaise, comment décomposer, etc. Je pense il y a du choix. Il y a du choix. Tu dis qu'au training, aux entraînements, t'es pas très studieuse, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression quand même que t'as très bien appris tes leçons. T'as fait L'histoire, elle est comment à l'entraînement pour, Alors, l'histoire, pour moi, elle est très importante. Je fais les études, donc c'est quelque chose, je suis très scolaire. Mais dans le corps, je suis indisciplinée. Je peux pas, quand je m'entraîne avec les filles du collectif, moi, la danse, elle arrive dans le cypher, il faut qu'il y ait de la bonne musique, il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit sur le moment. Mais bien sûr, j'ai pris du temps à ne serait-ce que me dire, bon, il faut que je sente la sensation de la contraction musculaire, par exemple. C'est quelque chose, et j'ai pris du temps, mais pas devant un miroir. J'ai très tardivement travaillé devant un miroir. Ouais, c'était beaucoup plus l'intériorité avant la forme, quoi. Oui, Mais ouais, ouais, ouais. tu vois, dans le milieu du hip-hop, vu qu'on est tous autodidactes, il y a des écoles qui commencent à arriver, etc., depuis quelques années, mais personne explique comment bien s'entraîner. Et encore tout à l'heure, Mathis et moi, on s'entraîne depuis des années ensemble, et tout à l'heure, on était au training ensemble, et c'était un mauvais training, tu vois, genre, je sais pas, il n'y avait pas le son, il n'y avait pas la vibe, il y avait pas... Et en fait, ça n'a pas été un bon entraînement, mais Ouais, quand même, au fur et à mesure, les gens développent des manières de s'entraîner qui leur correspondent pour bien développer leur danse. Toi, tu dirais que tu as trouvé ta manière de profiter de chaque entraînement pour transformer chaque entraînement en bon entraînement? ouais, tardivement, je pense. C'est le temps de sélectionner et de se dire ce qu'on aime vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je pense qu'il y a trop de choses à, à, à choisir en fait, à se dire déjà personnellement ce qu'on veut. Ces quelques dernières années là, j'irais dans ces 5 dernières années où j'ai commencé vraiment à apprécier l'entraînement et à me dire je sais ce que j'aime pas et je sais ce que j'aime et du coup je sais où je vais pouvoir pousser. Et je pense que c'est quelque chose il faut être patient. Ça prend du temps de se dire, surtout quand on vient de démarrer, on veut tout essayer, on veut tout faire. Ça fait une tambouille, ça fait une tambouille très chargée du coup, parce qu'il y a énormément d'informations et il faut se donner le temps de vraiment choisir ce qu'on veut. Hmm. Et Je comment on pense que ça, choisit ce qu'on veut? eh ben, il faut savoir déjà ce qu'il y a. Il faut savoir déjà ce qu'il y a. Mais ma question, pour être plus précis, c'est est-ce que tu as choisi par rapport à ce que tu aimais en sensation dans ton corps, ou par rapport à ce que les gens trouvaient que tu faisais le mieux, ou par rapport à ce qui se faisait le plus à ce moment-là, tu J'adore vois? cette question. Alors, ça a toujours été en fonction de moi, ce que j'aimais en termes de musicalité et de sensation. Moi, je me souviens à l'époque, quand je commençais les battles, on me disait oui, il faut que tu fasses plus de bougalou, par exemple. Et c'est quelque chose je n'écoutais pas.
Et ça, beaucoup de jeunes, quand je donne des cours, on me dit oui, on me dit qu'il faut que je fasse plus ça, mais en fait, non, en fait, c'est pas, je dirais pas non, mais je dirais, toi, qu'est-ce que tu veux? Et c'est quelque chose que j'ai écouté assez tôt parce que musicalement, j'avais quelque chose, j'ai une accroche musicale qui est, j'ai besoin de sensations. J'ai besoin que les choses, que la musique, elle me touche, que la musique me parle. Et c'était un problème, notamment avec le popping, bah, surtout à une époque où, pour moi, les sons étaient assez binaires. Et j'ai commencé à faire de la new style, du hip-hop, parce que la musique du hip-hop me parlait plus à cette époque-là. Et j'avais fait quelques battles en new style. Et parce que la musique, elle me parlait beaucoup plus que le popping où c'était poum, tchac, poum. Il n'y avait rien à manger dedans, il y avait rien qui me donnait envie. Et limite, je préférais danser sur des breakbeats à l'époque, des sons à l'ancienne. Enfin voilà, donc ouais, la musique pour moi, elle est très, très, très importante. Et selon la musique, ça va me donner envie, bah, mon corps, il est prédestiné déjà, j'ai l'impression, un certain style à une certaine forme. C'est-à-dire, j'aime tout ce qui est arrondi, donc forcément, j'aurais tendance à aller vers les waves. C'est arrivé très, très vite. J'aime le rythme, donc je vais me prendre la tête sur les Crazy Legs, etc. Donc je vais faire attention à ce que j'aime pour pouvoir exceller et approfondir. Mais donc il y a quand même quelque chose de méthodique, même si en training t'es indiscipliné, quoi. Ouais, ouais, on va dire que oui. Ben, en vous parlant, je pense que oui, oui, c'est clair. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas. Et c'est important. Quand tu parlais de ce que tu disais à des élèves quand tu donnes un peu des workshops, de l'importance d'être mauvais élève, en fait, de pas tout écouter, je crois qu'on est assez d'accord avec toi là-dessus. Nous, il y a une question qu'on aime pas mal poser. On aime bien dans le podcast parler un peu de pédagogie et de comment transmettre et parler de la transmission. Et du coup, on va l'aborder avec toi avec une petite question qu'on aime bien poser, qui est euh, imagine que tu n'as que 30 minutes avec une personne que tu viens de rencontrer et qu'ensuite tu recroiseras peut-être pas, une personne qui danse ou pas, tu sais pas, mais si tu avais que 30 minutes pour transmettre quelque chose qui te paraît essentiel que toi tu as compris au fur et à mesure des années de danse, comment tu penses que tu utiliserais les 30 minutes? Qu'est-ce que tu penses que tu transmettrais? Bah, après, je pense que ça dépend de plein de paramètres, mais je pense que c'est important de se situer. C'est-à-dire que je vais demander à la personne pourquoi elle a envie de danser, pourquoi elle danse. Et je sais qu'il y a pas mal de danseurs enfin, qui viennent prendre des cours, ils veulent exceller dans la compétition. Il y a ceux qui veulent juste danser, il y a ceux qui ont l'amour de la danse et qui sont là pour apprendre. Et je pense que c'est important il y a pas et tout est bon à prendre, hein. Il n'y a pas de mauvais ou de meilleur chemin ou quoi. Si quelqu'un veut exceller en compétition, forcément, l'entraînement, il va être différent que s'il veut juste euh, exceller dans la technique et apprendre quelque chose de plus ciblé, on va dire. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris dans le temps, c'est-à-dire que moi, en tant que danseuse, j'aime énormément la musique et la danse, mais en compétition, c'est totalement différent. Je vais le mettre forcément, mais en compétition, c'est différent. Donc, je pense que c'est important que la personne, elle sache qu'est-ce qu'elle veut faire de sa danse, où est-ce qu'elle veut aller avec. Est-ce qu'elle veut travailler en création? Est-ce qu'elle veut faire de la compétition? Est-ce qu'elle veut juste tout simplement danser? Et, euh, et l'entraînement, bien sûr, il va être différent. Je pense que c'est important de différencier ça. Toi, t'enseignes le popping aujourd'hui? Oui, beaucoup plus qu'avant. Et du coup,
par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'entraînement qui va être différent selon ce que veut faire l'apprenti. Quand tu reçois des débutants à ton cours, est-ce que tu vas proposer un contenu différent selon, imaginons, il y a un élève qui veut faire de la compétition, mais l'autre il veut faire de la créa. Est-ce que tu vas adapter un peu ton cours à ces deux élèves, ou est-ce que tu vas juste faire ton cours comme tu avais prévu de le faire, et le but de toute façon au début c'est d'apprendre les bases, et puis Mm. voilà. Oui, quand c'est un cours basique, c'est vrai que euh, je pense que c'est important de... Quand je dis cours, en général, les gens ils viennent prendre un cours, donc je vais donner des bases et selon le niveau qu'il va y avoir, je vais pousser selon le niveau qui est en face de moi. Après, je peux prendre... je pense que c'est important de dire, quand tu vas donner un cours, là, ça va se baser sur quoi? Comme ça, le public concerné, il va venir... c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire du tout. C'est quelque chose que j'ai réfléchi. Et j'ai déjà mis en pratique avec... j'avais commencé à faire des labos où j'ai commencé à délier... euh, comment dire? J'ai commencé à délier les corps avant d'apprendre une technique. Je pense qu'il est important d'apprendre des notions corporelles, c'est-à-dire transfert de poids, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre avant d'apprendre une technique qui est... Enfin, je trouve que le pop, c'est une technique très qui enferme. Et donc, avant de rentrer dans ça, je trouvais ça dommage de voir certains corps bloqués alors qu'ils rentrent dans un truc qui est déjà enfermant. Et donc, j'ai commencé à faire des labos, des cours de 2 heures pour avoir ces notions-là de, de savoir, d'être à la rencontre de son bassin, de sa colonne vertébrale, les transferts de poids. Et je pense que c'est valable pour toute danse avant même d'apprendre une technique, quelle qu'elle soit. Ça, c'est important d'aller, d'aller voir ses limites et tout ça, c'est important. Mais comment pour des débutants qui arrivent à ton cours, tu vas leur parler de transfert de poids, de bassin, machin et tout. Moi, j'arrive à un cours comme ça, mais même là actuellement, j'arrive à un cours d'électro, de popping, et les gars ils commencent à me parler de transfert de poids et de ça, mais je pète un plomb. Je lui dis non, moi je vais en prendre un popé, pourquoi tu me parles de transfert de poids et tout. Enfin, du coup, ma question c'est comment tu rends ça pédagogique, enfin comment tu rends ça cool en fait, à vivre. Alors, ben, je le stipule dans mes cours. C'est-à-dire que ceux qui vont venir dans le cours, on va pas apprendre, les gars, on va pas apprendre le popping sec. Avant, je vais mettre des notions basiques. Je l'ai testé même avec le collectif, on l'a testé à Rennes avec des enfants et des adultes de euh, même des personnes âgées qui étaient venues prendre le cours et c'était, ça s'est hyper bien passé parce que c'était juste des notions. Et c'est vrai qu'on a mis des toutes petites notions qu'on peut trouver dans le popping, c'est-à-dire tout ce qui est ralenti, tout ce qui est euh, speed control, pour qu'ils aient juste un peu de sensation, mais en termes de transfert de poids, d'espace et de comment utiliser le corps, ça, enfin, c'est rentré dans l'exercice. Et c'était hyper agréable de passer par des choses simples et d'être connecté avec son corps avant même de commencer avec un truc hyper puissant qui, qui bloque le corps, quoi. Mais c'est intéressant à t'entendre. Je me suis souvent fait la réflexion que en break, par exemple, euh, quand tu vas travailler des trucs techniques rapidement avec les élèves, mais même nous, enfin moi, quand je m'entraîne en break et que je sors d'un entraînement de break où j'ai fait beaucoup de techniques, je sens que je sors de l'entraînement avec un corps qui est fermé, qui est verrouillé à des endroits. Et, et je trouve ça trop bien que tu le pointes comme ça et que tu dises que c'est important d'avoir des outils pour soit le réouvrir, soit ouvrir le corps avant pour éviter de rentrer dans une pratique qui renferme, quoi. Ben, franchement, moi-même, je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le pop, euh, j'ai senti la différence parce que j'ai pris un stage avec Norma Claire qui fait de la danse, surtout le sabar.
J'avais fait un stage de 2 semaines et elle passe beaucoup par le bassin et la colonne vertébrale. Et il y a ces transferts de poids qui sont différents. Et la première semaine, j'étais en galère. J'étais hyper en galère. Et là, je me suis dit, là, mon corps, il y a des choses qui sont bloquées. Et c'est dû au fait de faire du popping qui fait que je suis bloquée. Et ma différence, ma danse, elle a été différente après ce passage par ces 2 semaines de stage. J'ai senti que il fallait que j'utilise mon bassin et enfin, qu'on ait conscience en tout cas, parce qu'on l'utilise, même en marchant, on l'utilise déjà. Mais d'avoir conscience d'autant plus de l'utilité. Le tronc, si on n'a pas ça, si ça bouge pas, ben, c'est complicado, hein. Du coup, juste d'avoir cette notion, mais un peu plus poussée, pour les danseurs. Je pense que c'est une notion importante, surtout quand on est polyvalent, de pas s'enfermer dans une spécificité là. Voilà. Je switch de sujet pour revenir un petit peu sur les battles. Euh, Toi, les battles, il y a un objectif derrière parce que tu en fais encore par exemple le battle bad qui a eu lieu très récemment, tu l'as fait. Donc, tu as fait le Summer Dance. D'ailleurs, on te parlera d'une petite anecdote du Summer Dance. On voulait savoir comment tu l'avais ressenti, mais on t'en parlera après. Euh, mais du coup, t'es encore dans le milieu des battles et tu y accordes du temps et de l'énergie. Tu as quel rapport à ça? Est-ce que c'est un truc que tu fais par simple plaisir sur le moment? Est-ce qu'il y a un objectif à moyen, long terme? Tu te situes où? Alors, je commençais vraiment les battles parce que je voulais essayer ce que je voyais déjà. Je me suis dit, c'est quelque chose que je regardais beaucoup avec admiration et je me suis dit un jour je veux être là, c'est sûr. Et une fois là, c'est une adrénaline quand même c'est cool. Moi, j'aime bien avoir cette adrénaline. J'aime bien me, me, comment dire, me tester avant tout et confronter parce que c'est de la compétition. C'est pas un cypher. Bon, il faut savoir la différence et c'est vrai que c'est assez plaisant de le faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me permet de me pousser et puis à force, parce que j'ai beaucoup fait des battles aussi avec ma binôme du collectif qui s'appelle Sacha. On a fait pas mal de Juste Debout ensemble et, euh, et on commençait un peu à être fatigué de la compétition dans le milieu qui est très très masculin. On en a parlé assez souvent entre nous. On a eu beaucoup de discussions aussi avec des amis euh, hommes aussi du milieu qui ne voyaient pas la même chose que nous. Mais nous sommes, enfin voilà, on a eu pas mal de débats et on arrivait à un point où ça commençait à nous fatiguer, nous frustrer. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine d'essayer, enfin de continuer dans un milieu où on sent que c'est très très masculin quand même. La, il n'y a pas énormément de femmes en popping. Et puis, on avait tout simplement envie de juste kiffer. Les cyphers, ils manquent de plus en plus. C'est pas comme avant. Bon, déjà, enfin, j'en ai discuté au Summer. Les cyphers en house, en hip-hop, ça reste présent, on va dire, par moment. Mais en pop, j'ai l'impression que ça a complètement disparu. Euh, si c'est pas une soirée ou quelque chose exprès pour, les cyphers ne se font pas automatiquement, en tout cas pas comme avant. Et donc juste le plaisir d'aller dans un événement, il s'éloigne de plus en plus, on va dire à cause de ça. Mais c'est en ayant une discussion avec Rachad dans un des Juste Debout, il était juge à un des Juste Debout, juste avant celui qui n'a pas eu lieu, je crois.
Et, et on avait discuté avec lui, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit non, mais c'est quand même dur de. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit faire 3 fois plus pour que ce soit autant qu'un homme en termes de compétition. Et on nous sortait pas mal d'excuses. Enfin, c'est leur retour en tant que juge. Pourquoi on n'est pas passé à tel ou tel endroit. Et, euh, et voilà, pour nous, ça commençait à devenir trop de chichis et de petits détails. Et on ne voulait pas rentrer dans ça non plus. Donc on s'est dit non, mais en fait, on va faire une pause et on va s'éloigner un peu. Et en discutant avec pas mal de filles aussi du milieu, euh, et Rachad, qui nous a beaucoup parlé de ça, de la représentativité des femmes sur scène. Et, euh, et il a dit c'est important que vous excellez, que vous continuez pour montrer, pour que les autres femmes elles continuent. C'est important. Et c'est vrai que moi à l'époque, ça m'a beaucoup touchée parce que si j'avais pas vu Magali Duclos, par exemple, ça se trouve je ne ferais pas du popping. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup résonné, qui a résonné fortement en moi. Je me suis dit c'est vrai que il faut, euh, il faut continuer. Donc c'est quelque chose que c'est, on va dire, c'est un combat. Ça reste un plaisir, mais c'est aussi un combat. J'aimerais bien que d'autres femmes arrivent et de plus en plus et qu'elles quittent tout et qu'elles cassent tout et que et que voilà quoi. J'aimerais que ça continue, que les femmes explosent. Ça me fait penser à une discussion, parce que avant de t'avoir, on a eu un speaker qui s'appelle Amjad, je sais pas si tu connais, un Suisse. Et, euh, et lui, pareil, il a créé son event parce qu'il retrouvait pas tout ce qu'il kiffait dans les events au moment où il a créé cet event, le Concrete Jam. Et j'ai envie de te dire, crée ton event. Un gros event de popping où tu retrouves plein de cercles et tout ça. T'invites plein de meufs. Et les gars aussi, ils viendront parce que ça sera un pur event, tu vois. Mais franchement, ça serait. Et puis les gens, ils capteront. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, tu fais un concept en mode les juges, c'est que des femmes. Et là, les gens, ils vont capter, tu vois. Ils vont se dire, ah, les femmes, elles ont peut-être des trucs à dire, tu vois. Et là, ils vont peut-être se remettre en question. Et là, je te jure, le message, il passe tout de suite. Et puis là, tu auras plein de fans qui vont se dire, ah, le popping, c'est trop stylé. Vas-y, je vais me mettre au popping. Et là, en un event, t'as tout gagné. Oui, carrément. Bah, c'est prévu que je fasse un événement. Là, pour l'instant, là, je me suis donné une année. Là, je suis en Guyane. Je fais, on va dire, une année où je prends soin de mes proches parce que la famille, c'est très important pour moi. Et donc, du coup, je me donne chill, cette année chill. Oui, c'est prévu en tout cas, c'est en cours un petit événement, en tout cas avec ma perception des choses. Parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même que par soi-même. Donc, du coup, je me suis dit, allez, en tout cas, les cyphers, ça manque. J'en ai discuté euh, avec John Summer. Il y a eu toute une discussion autour du cypher. Et j'étais hyper jalouse, comme je disais, quand j'entendais les housers dire ah, mais le cypher, c'est quelque chose qui est, euh, qui est transcendant, c'est quelque chose qui est. Et c'est vrai que quand je fais des cyphers avec des housers ou des danseurs ou même des b-boys qui échangent avec des housers, qui échangent avec des danseurs hip-hop, la vibe, elle n'est pas du tout la même. Et comme je disais, je suis jalouse de ce que vous avez réussi à garder, ou là où le popping a perdu ce truc de cypher où c'est que de la performance, où les gens en compétition, on se regarde, on se dit à peine bonjour que à la fin de l'événement parce qu'on ne s'est pas encore rencontré. Et donc c'est quelque chose que je trouve dommage. Je trouve dommage. Et je ne perds pas espoir que ça reprenne vraiment, que les gens ils kiffent en cypher en fait. C'est pas juste de, de la performance. Voilà. L'anecdote dont je voulais te parler au Summer Dance Forever, c'est quand tu t'es retrouvé contre Soyuz, qui, euh,
Et donc, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, à la fin de ces battles-là, arrivé à un certain niveau des battles, c'est aux personnes qui ont fait le battle de, de dire si elles pensent avoir gagné ou perdu. En quelque sorte, ces personnes-là sont les juges d'elles-mêmes. Et quand Soyuz t'a affronté, il a pris la parole au micro et il a fait une chose qui se voit un peu rarement dans cet événement, je trouve. Et il a dit, ben, je pense que j'ai perdu contre elle. Et alors que on connaît Soyuz, c'est un jeune, mais il a un très bon niveau en popping, etc. Et du coup, sur la vidéo, on voit ta tête, on sait pas ce que tu penses, on sait pas si t'es étonné, touché. Et nous, on se demandait ce qui s'était passé dans ta tête à ce moment-là. Ah ben, je suis... alors, je pense que c'est un mélange d'étonné, mais pas tant que ça, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser. On s'est jamais parlé vraiment, mais je l'ai croisé. C'est quelqu'un qui est très observateur. Je l'ai toujours vu dans son coin. C'est pas quelqu'un qui est en mode m'as-tu vu ou qui te regarde en compétition avant d'être en compétition avec toi. Quelqu'un de hyper respectueux. Et j'étais pas, j'étais un peu étonnée. Je vais pas dire non, parce que c'est vrai que la compétition, même euh, quand on a ses valeurs, etc., la compétition peut changer les gens parce il y a l'enjeu. Et, euh, c'est quelqu'un qui m'a surprise par ben, il est carré, quoi. Carré, Ça ne peut tout que le confirmer. simplement. Il On est ne peut que le carré. confirmer. Voilà, donc du coup, ça devient, bah, c'est quelque chose, moi je le dis personnellement, c'est quelque chose qui est très rare dans le milieu parce que les gens ils veulent la gagne, les gens veulent réussir et, euh, et voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais déjà de par sa danse et humainement, il m'a, il m'a pas surprise, il m'a convaincue, on va dire ça comme ça. Voilà. Hmm. T'aurais un souvenir très marquant ou très touchant d'un battle que t'as vécu? Ben, c'est Battle Bad. Alors deux fois, c'est battle. À chaque fois, c'est au Battle Bad. C'est un battle qui me tient beaucoup à cœur. Euh, la première année, c'était quand je suis arrivée en finale contre Aki. J'étais en Guyane. Je venais d'avoir mon petit garçon et c'était ma première année où je reprenais la compétition, on va dire. Et c'est quelque chose qui était marquant pour moi parce que j'étais arrivée en mode déterminée. Parce que c'est vrai que en tant que femme, quand on a un enfant, il y a la société qui te met dans une case et le fait de se dire, ben, on n'est plus. Est-ce que les gens ils vont te prendre au sérieux enfin, dans la culture et surtout dans le milieu de la compétition. Et donc, j'étais arrivée en mode déter et je me suis dit non, il va falloir que je montre d'autant plus que même si on est maman, on peut continuer dans la compétition et être maman et faire sa vie, etc. Et c'est quelque chose où ça a été marquant pour moi. J'étais fière d'être arrivée en finale contre Aki. Et puis, bah, ce dernier Battle Bad où pareil, je me suis dit là, je repars en Guyane. Pour moi, c'était mon dernier battle avant de prendre cette année tranquille, tranquille en Guyane. Et je me suis dit pareil, faut que je laisse juste une carte de visite en disant je reviens. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Donc c'est quelque chose où voilà, où j'avais l'habitude aussi de voir un ami qui est parti, qui était très important pour moi, où je le voyais tout le temps dans l'événement. On a fait un hommage pour lui, B-Boy Tonio. Et c'était une année très touchante.
Le, le battle pad, c'était très très chargé pour moi. Ouais. Voilà. Euh, pour continuer sur la voie des battles, j'aimerais savoir un peu comment tu comment tu te prépares pour les battles. Est-ce que tu as une préparation? Est-ce que tu est-ce que tu te dis ok il y a ce battle dans 3 mois et ben écoute je sais que là je pêche un peu sur ça bah tu sais quoi je vais poncer ça comme ça j'arrive et je fume Mm. tout et je laisse ma petite carte de visite avant de partir en Guyane. Alors, j'essaye toujours de faire ça. Et j'y arrive jamais. Et c'est vrai que les filles me prennent la tête et me disent, mais Cynthia, il faut que tu te mettes dans un coin, que tu travailles ça. Et j'ai plein de choses à travailler, hein. J'ai plein de choses à travailler. Je me dis, par exemple, je sais que le visuel, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que je suis beaucoup dans l'intériorité. Et donc, je dis tout le temps ça aux filles et les filles, ben vas-y, pose-toi et travaille ça. Et au bout de 30 minutes, laisse tomber, je passe à autre chose et voilà, je répète, je suis très indisciplinée, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, de me poser, de me dire allez Cynthia, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose faut que je pousse vraiment pour me dire là j'aimerais bosser quelque chose. Par exemple, Didawi m'a dit, attends, hein, c'était quoi? J'avais fait un événement à Montréal et je suis tombée sur c'était des cartes. Il fallait que tu choisisses une carte et moi je suis tombée sur les tuts. Alors les tuts et moi, laisse tomber, zéro. Et il fallait que j'improvise autour du tut. J'ai dit allez, on y va, on se lance. J'ai fait ce que j'ai pu, bien sûr. L'autre en face, il m'a ratatiné. C'est comme ça, c'est le jeu. Et à la fin, Didawi, il est venu me voir et il m'a dit, mais en fait, tu devrais bosser les tuts, mais dans ta, avec ta couleur, quoi. C'est-à-dire que moi, il faut que ce soit fluide. Et il a dit, ce serait chambé que tu bosses un truc là-dessus. J'ai dit, OK. Et on se dit, on se donne rendez-vous. Allez, je crois dans 3 mois. Laisse tomber 3 mois. J'ai rien tapé du tout. J'ai mis un réveil tous les jours. Le réveil sonnait 11 heures. Dit Dawi touching. Ah Je, ouais. me- je mettais sur mon réveil pour que je puisse me motiver à m'entraîner. Voilà. Donc, Dida, oui, si tu m'écoutes sur ce podcast, je suis vraiment désolée, je suis vraiment indisciplinée et j'arrive pas. Juste, J'arriverai un jour. juste parce que je sais Voilà. pas c'est quoi le tot dans le popping? Le tutting. Ah ok Ouais, d'accord c'est bon, en fait. ouais, pardon. Ok, Peut-être. t'inquiète. Donc Non. voilà. Mais ouais, pour les battles, en général, je viens au feeling. Et c'est la musique qui m'aide énormément. Et merci Mofac Ah, pour la musique au Battle Bad. Ça aide énormément la musique. Il faut vraiment que. bah ouais, les bons DJ, c'est un critère important, hein. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Alors peut-être tu vas pouvoir me donner quelques cartes parce que moi je suis un peu dans la même optique que toi. Sauf que la trois Ouais. quarts des musiques sur lesquelles je tombe en battle, je crois que j'ai jamais autant la mort de tomber sur des musiques comme ça. Mais j'imagine que ça dû t'arriver aussi. Et je sais pas, j'essaie de trouver une manière de travailler. Du coup, je me mets des musiques que j'aime pas. Je me dis, ben, essaie de trouver un truc qui te fait kiffer dans la musique. Mais tu sais, je me dis, je vais pas faire tout mon Ouais. passage sur juste un son derrière. Ça n'a aucun sens. Du coup, si t'as des petits skills à partager, ça peut être cool. Ben moi, je pense que la vraie clé, c'est d'être archi à l'aise avec son corps et l'espace. Avant tout. Vraiment, parce que il y a un truc au niveau de la musique que je déteste, c'est toutes les musiques à l'ancienne, genre, ils passent beaucoup en pop, surtout Ali Beu, il passait ça beaucoup, tous les Zapp and Roger, avec les Tallbox, quelque chose que je ne supportais pas danser dessus. Et je m'étais dit, Cynthia, il faut que, exactement, à chaque fois que j'entendais ces musiques, mon corps, il se crispait, il se bloquait et j'arrivais pas à sortir quelque chose qui était, enfin, que je ressentais, ou en tout cas qui était bien pour moi, qui était assez satisfaisant. Et je m'étais dit là,
il y a quelque chose à trouver. Et franchement, je mettais ces musiques pour m'entraîner dans la salle et à chaque fois que je les entendais, tu pars comme ça. Tu te dis, bon, comment mon corps il va arriver à bouger là-dessus? Et vraiment, c'est les années qui ont fait que je me suis sentie à l'aise et en confiance avec, le corps parce que la confiance, elle joue beaucoup en fait, elle joue énormément de se dire, ben, il faut se lancer et puis avoir confiance en son corps et en sa danse. Et ne pas se caler, parce qu'il y avait cette musique, on avait tendance à se caler à un style de manière de danser sur cette musique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire que, par exemple, en break, moi, par exemple, dans ma manière de breaker, je suis pas du tout funky, tu vois. Mhm. Mais des fois, en battle, il y a un son funky qui arrive. Et Ouais. et et il y a un genre d'inconscient qui me dit, t'as jamais travaillé ça de toute ta vie, mais le Mm. son est funky, donc fais un passage funky. Et, et du coup, tu te fais dominer par le son comme si le son t'imposait une manière Exactement. de... Et j'imagine que Mm. c'est de ça que peut-être que tu parles, de réussir à se dire, Oui. le son est funky, mais moi Mm. j'ai aussi une manière d'être, et je vais imposer au funk ma manière d'être sur lui, quoi. Hein. Et tellement tu vas imposer, eh ben tu vas être funky. Tu vois, c'est ça le truc. Oh, et là la boucle est bouclée. Je Voilà. l'avais pas vu sous cet angle-là. Si t'imposes ton style, en fait, t'es tout. C'est ça. C'est ça, mais c'est ça la clé. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut être en totale confiance avec soi et son corps, euh, être bien au fait de ça, quoi. C'est quelque chose qui est important. Oui, la technique et la musique et tout ça, mais il y a le personnel, le soi. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas en compétition, quand on veut envoyer pas que en technique, mais envoyer du personnel et que les gens soient touchés, il faut que la confiance elle soit là et que l'aura il soit comme Super Saiyan. Quand on voit le truc, t'es hyper confiant, bah, faut laisser tomber. Donc Ça me voilà, donne je pense envie que du c'est... coup ça me donne envie de te poser une question un peu mystique, mais on parle souvent de l'aura et de la présence. Mais Mhm. c'est quoi pour toi la présence? Bah, la présence, bah, déjà c'est le moment présent, c'est être là et, euh, et tout simplement regarder. C'est vrai que en compétition, c'est quelque chose que on a tendance à être avec soi-même et il y a être qu'en face d'une personne. Mais en fait, il y a tellement de monde autour que, en tout cas, ça m'aide beaucoup à être sur le moment présent, d'ouvrir et de regarder les gens tout simplement qui sont là sur le temps présent, qui sont là à te supporter et à dire allez. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup par rapport à avant où je rentrais dans ma tête et je me disais allez parce qu'il y a la pression du moment et de se dire allez il faut envoyer faut être présent alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc comme en spectacle, comme en création, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à travailler cette aura, cette présence scénique, on va dire, parce que c'est ça, c'est une présence scénique. En même temps de performer et d'être présente, c'est la création, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. On arrive à la fin de la conversation, parce qu'une heure Yes. a déjà passé. Oui, Et bon, on aurait aimé te parler de plein d'autres trucs avec toi, parce que bah, tu as une compagnie qui s'appelle, et un collectif qui s'appelle Bandidas, avec, oui. avec d'autres amis à toi. Et on aurait pu parler de ce que c'est que d'être une maman danseuse, et ainsi de suite, mais peut-être que ça sera à l'occasion d'une autre conversation. Ouais, Et, carrément. et, et nous, pour clôturer, on a toujours un petit rituel. Il y a la personne qui te précède dans le podcast qui a la mission de te poser une question, et toi, tu vas avoir le droit de poser une question à la personne d'après toi. Et la personne qu'on avait avant toi, c'est Bruce, Bruce du crew Wanted Posse. Je sais pas si tu l'as déjà croisé. Oui.
Voilà. Et je sais pas si tu le sais, mais lui, il a arrêté le break pendant 3 ans pour cultiver des bonsaïs. Et, et donc les Ok. bonsaïs, si jamais tu le sais pas, ça peut être tout type d'arbre, mais c'est des arbres miniatures, mais ça peut être n'importe quel arbre. Et la question qu'il t'a posée, si tu galères à y répondre, peut-être qu'on t'aidera un peu, mais la question c'était Cynthia, c'est quoi ton bonsaï à toi? Ouh là 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 là. Celui dans Karate Kid. Je sais pas comment il s'appelle. En plus, il nous a parlé de Karate Kid. Il nous en a parlé. Voilà, on est connectés. Ah ouais. Eh ben c'est bon, t'as pas besoin de préciser, je pense qu'il reconnaîtra. Ok, Et, ok. et ben super, celui dans Karate Kid. Et ben la personne qu'on reçoit après toi, c'est un b-boy et c'est un b-boy spécialisé dans les power moves qui s'appelle Punisher, qui était très présent avant dans le milieu du break, qui l'est moins, mais qui continue à beaucoup s'entraîner et qui a un rapport vraiment au power move et à la technique de d'exploser les limites, de toujours aller chercher plus loin, presque comme une science, etc. Euh, quelle question t'aimerais qu'on lui pose ou quel sujet t'aimerais qu'on aborde avec lui? Bonne question. Ça peut être une question sur son plat préféré, hein. Franchement, il n'y a aucune limite. Bah, je pensais à la nutrition qu'il doit avoir parce que les power move, c'est quand même, bah, ça relève pour moi, bah, le break, il est dans les Jeux Olympiques, c'est pas pour rien, quoi. Donc, je pense que il doit avoir une discipline et une rigueur de malade. Et donc, quel est son rituel? Voilà, quel est son rituel avant une compétition, quel est son rituel alimentaire, par exemple? Est-ce qu'il en Ok, a? nice. On lui posera Voilà. la question. Ben, Cynthia, merci beaucoup. C'était trop cool, on n'a pas vu l'heure passer. Grave, c'était un Et ouais, plaisir. plaisir partagé. Et peut-être que pour terminer, tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, où est-ce qu'on peut trouver les choses que tu fais, soit toi personnellement ou avec la compagnie. Oui, alors ben, moi sur Instagram, c'est Cynthia Bandidas. Le collectif, c'est Bandidas Crew. Et on essaye d'être au fait et de mettre toutes les infos concernant les dates ou les shows, etc., les trainings, les sessions, etc., sur la page Bandidas Crew le plus possible. Il y a la page Facebook aussi, Bandidas Crew. Et voilà quoi. Au top. Nice. Eh ben écoute, j'espère que la pluie en Guyane s'est arrêtée et on te dit au revoir, à Oui, bientôt. le soleil fait place. Ah, au top. Bah, nice. Bah, écoute, à la prochaine. À la prochaine, merci à vous. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.